Merci à tous pour vos commentaires. Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Je cède la parole au leader de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Il y a une crise de confiance de la population envers l'UPAC. Afin de rétablir cette confiance, le gouvernement a déposé le projet de loi 1 qui établissait la nomination du commissaire aux 2/3 de l'Assemblée nationale. Nous avons voté en faveur du projet de loi. Par contre, l'histoire démontre qu'en commission parlementaire, nous avons proposé des amendements qui visaient à améliorer le processus et à mieux protéger la confidentialité. Parmi ceux-ci, notons celui qui exigeait que le premier ministre ne soumette pas seulement un nom au comité des députés, mais bien 3 noms. D'ailleurs, au lendemain des élections, c'est à ça que s'engageait l'actuel leader du gouvernement. Impatience de la ministre, rejet de notre proposition. Dans le contexte actuel de la crise de confiance envers l'UPAC, 3 candidatures auraient permis, pour les députés, de faire un choix. La ministre reconnaît-elle aujourd'hui... Madame la ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président. Bien, je suis contente que le leader de l'opposition officielle rappelle qu'ils ont voté en faveur du projet de loi 1, un projet de loi très important, ça le dit, c'était le numéro 1. Donc, très symbolique pour le gouvernement parce qu'il opérationnalisait une intention claire qu'on avait manifestée à plusieurs reprises depuis plusieurs années, soit d'avoir une nomination aux 2/3 du prochain commissaire à la lutte contre la corruption. Rappelons que le commissaire à la lutte contre la corruption, le commissaire de l'UPAC, a toujours été nommé unilatéralement par les précédents gouvernements, tant libéraux que péquistes à leur époque, et nous souhaitions qu'enfin ce dirigeant important pour la société québécoise soit nommé avec l'assentiment des 2/3 de l'Assemblée nationale. Nous avons donc adopté ce projet de loi à l'unanimité. Nous avons adopté, ce faisant, un processus pour la sélection et la désignation du prochain commissaire de l'UPAC. Le processus est en cours et j'ai invité hier, et je vais réinviter en cette Chambre, tous les collègues qui participeront au processus en question à faire preuve de la collaboration, de la transpartisanerie et de toute l'objectivité nécessaire pour avoir un processus qui soit salutaire pour le bien de la confiance du public à l'endroit de l'institution qui est l'UPAC. En terminant. Et donc, j'invite tout le monde à participer avec ses intentions. Première complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, mon point est très précis. Mardi, le premier ministre, d'ailleurs, demandait quelles étaient nos propositions constructives. Eh bien, soumettre 3 noms au comité des députés pour leur donner un choix était l'une d'elles. La ministre doit reconnaître aujourd'hui qu'elle en a la responsabilité, c'est sa part de responsabilité. Est-elle aujourd'hui toujours fermée à améliorer le processus de nomination? Madame la ministre de la Sécurité publique. Oui, merci, Monsieur le Président. Bien, pour un parti politique qui, à l'origine, a toujours été contre la nomination aux 2/3, je trouve spécial qu'on insiste autant sur le fait de soumettre 3 noms, alors qu'à l'époque, ils voulaient soumettre absolument aucune information sur rien à personne. Mais ceci étant dit, le débat a eu lieu en étude détaillée dans le cadre de l'étude du projet de loi numéro 1, à savoir qu'un seul nom serait proposé. Et, Monsieur le Président, je trouve aussi paradoxal, à la suite de ce qui s'est produit dans les derniers jours et du fait que, malheureusement, des rumeurs se sont ébruitées rapidement dans les médias après la divulgation d'un seul nom. Imaginons si on donnait plus d'informations par respect pour les personnes qui postulent cet emploi important. Je pense qu'on va se contenter de la procédure qui a été adoptée, encore une fois, à l'unanimité. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Vous voyez mon ton, là. C'est la ministre qui est responsable. Elle est en situation de crise parce qu'il y a une crise à l'UPAC. Et vous savez ce qui s'en vient, Monsieur le Président. Ce qui s'en vient, ça va être la Sûreté du Québec. Et le cas échéant, parce qu'il va falloir nommer un directeur-directrice de la Sûreté du Québec. Est-ce que nous allons vivre la même crise, Monsieur le Président? La loi doit être revue. La ministre peut-elle aujourd'hui s'engager à revoir le processus de nomination? Un choix pour les députés, 3 noms, pas juste un. Madame la ministre de la Sécurité publique. Oui, merci, Monsieur le Président. Je veux rappeler qu'on partage tous ici la responsabilité. Désormais, à partir du moment où on a le projet de loi 1, on partage tous la responsabilité très importante
de la désignation du prochain commissaire à la lutte contre la corruption. C'est un geste qui va être névralgique dans la reconquête de la confiance du public à l'endroit de l'institution qui est l'UPAC. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est le temps d'envoyer un message, comme je l'ai dit, de transpartisanerie, un message de collaboration. Je souhaite qu'on puisse nommer tous ensemble un prochain commissaire à l'UPAC pour qu'enfin il puisse reprendre l'avenir de l'institution en main pour les 7 prochaines années. Et je pense que pour le bien-être de la société, nous devrions nous concentrer à avoir un message positif unanime, un message d'espoir pour qu'enfin l'UPAC puisse avoir un chef pour 7 ans. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. J'entends le commentaire du leader du gouvernement qui nous invite à travailler ensemble. Nous, en maternelle de 4 ans, on ne demande que ça. On veut travailler ensemble, mais avec un plan, puis surtout avec de la transparence, puis de temps en temps d'avoir des vrais chiffres. Dans le dossier des maternelles de 4 ans, encore une fois, j'ai dû travailler et mettre à jour mon tableau, en espérant qu'un jour, le ministère de l'Improvisation aura lui aussi un tableau. En campagne électorale, c'était autour de 100 000 $. Puis, rapidement, ça a explosé les coûts des maternelles de 4 ans. Hier, le premier ministre s'est vanté d'être un comptable et qu'en plus de ça, que ça faisait longtemps qu'on sait que ça coûtait 800 000 $. Monsieur le Président, si ça fait tellement longtemps qu'on sait que ça coûte 800 000 $, pourquoi, qu'en campagne électorale, il a dit que c'était quelques 100 000 $ que ça allait coûter? Deux choses l'une. Est-ce que le premier ministre souffrait d'amnésie volontaire ou très volontaire? Toujours prudence dans les propos que l'on accueille. Une question de respect également, s'il vous plaît. Merci de votre collaboration. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je pense qu'il y a peut-être une tentative de diversion, parce qu'il aimerait mieux qu'on ne parle pas de ce qu'ils ont fait. Après 1 an, quand ils étaient au pouvoir dans le dernier mandat, il y avait des chaînes humaines autour des écoles pour protéger les écoles du gouvernement libéral. Après 1 an de gouvernement de la CAQ, il y a des augmentations d'inscription dans les facultés des sciences d'éducation parce que l'espoir est revenu. Il y a 2600 à 2700 enfants de plus qui ont des services dans les écoles. Il y a près de 600 personnes qui sont embauchées. Et puisque ma collègue aime bien les tableaux, j'en ai un pour elle. Ça, c'est les investissements dans le PQI pour construire des écoles. 500 millions, 550 millions, 400 millions. Oh, les élections s'en viennent. 700 millions. Dans notre première année de mandat, on a plus d'argent pour construire et grandir des écoles que dans 3 années libérales. Alors, je peux lui prêter mon tableau et on poursuivra la discussion. Réservez vos commentaires, s'il vous plaît. Encore une fois, vous connaissez les règles. Réservez vos commentaires. Nous sommes attentifs maintenant à la question complémentaire de la députée de Saint-Laurent. Attention, s'il vous plaît. Monsieur le Président, maintenant, moi, je comprends pourquoi qu'au budget, le premier ministre disait « Hey, les surplus vont s'envoler vite. » C'est sûr, à coût de 2 millions de $ pour des classes de maternelle 4 ans. L'argent va partir très, très, très vite. Une chance que vous avez ajusté votre PQI. Tout s'en va pour les maternelles 4 ans. Pendant ce temps-là, votre rentrée scolaire a été chaotique. Je vous rappelle qu'en ce moment, il y a plus de 300 personnes qui attendent pour trouver des enseignants dans les classes. Qu'est-ce que vous faites? Demain, c'est quoi votre chiffre magique? Après 2 millions pour une classe de maternelle 4 ans, est-ce que ça va être 3 millions, 4 millions? Est-ce que vous avez une limite? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, j'ai fait le rappel hier au chef de l'opposition officielle. Ça serait approprié de s'adresser à vous tel que le prévoit notre règlement. Je l'ai rappelé à tous, s'il vous plaît. Monsieur. Si à toutes les fois que le leader voit l'un de ses collègues dans l'embarras, il se lève, il ne fait que souligner cet embarras-là. Il faut qu'il comprenne un jour. Là. S'il vous plaît, Monsieur le leader du gouvernement, et on retournera à la réponse. Elle est attendue. Monsieur le Président, le collègue de La Fontaine connaît le règlement. Ça fait de multiples années qu'il est ici. Alors, lorsque je soulève une question de règlement, il connaît les règles. L'ensemble de ses collègues de sa formation politique doivent s'adresser à vous, Monsieur le Président. On veut simplement que le Parti libéral respecte les règles qui nous gouvernent. Ça serait approprié. Au règlement 35.4, vous le savez, on le connaît. Je vous le rappelle également, s'il vous plaît, votre collaboration. Vous vous adressez à la présidence. Ça se fera là, avec les réponses du ministre de l'Éducation. Dans la question de du coût de la construction des classes, ça semble intéresser beaucoup les gens. Alors, au primaire et au préscolaire, c'est en moyenne 800 000 $. Moyenne, là, ça prend à peu près à 5e année du primaire, première année du 3e cycle. Et on comprend que quand on calcule la moyenne, il y a des chiffres qui sont plus élevés, des chiffres qui sont inférieurs. Même les gens qui veulent
voir des excès, pourrait voir qu'une moyenne, c'est une moyenne. Et même les gens qui ont des notions de fiscalisme doivent être capables de calculer qu'une moyenne, c'est 800 000. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Mais évidemment, de leur côté, l'éducation, ça coûte toujours trop cher. Deuxième complémentaire. Encore une fois, s'il vous plaît, soyez attentifs. Madame la députée de Saint-Laurent, vous êtes la seule à avoir la parole. C'est vrai que moi, je suis fiscaliste et on m'a jamais congédié. Mais si j'avais un comptable qui se trompait de 20 fois, je l'aurais congédié solidement. En attendant, j'ai compris, j'ai trouvé le chèque en blanc. Mais attendez 4 ans, ça coûtera ce que ça coûtera, même si c'est le gros prix. Je comprends. Vous savez, une autre règle fondamentale, on nous montre que les tableaux didactiques, je ne pense pas que ça en soit un, s'il vous plaît. Merci. De l'autre côté. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, pour le Parti libéral du Québec, l'éducation, ça coûte trop cher. Pour les séraphins de l'éducation, ceux qui ont coupé dans les services aux élèves, ceux qui ont dit qu'on n'avait pas besoin d'avoir des livres dans les classes, l'éducation, ça coûte trop cher. J'ai l'impression que si on allait au caucus libéral, on entendrait Séraphin dire « L'éducation, ça coûte trop cher. » Non, monsieur le ministre de l'Éducation, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Éducation, je suis debout. Je vous demande votre silence à tous. Il y a des termes à ne pas utiliser. Séraphin en est un. Je m'excuse, là. Puis je reviens sur la notion de respect. Nous sommes ici. Respect fondamental, non pour des termes à utiliser. Prudence, s'il vous plaît. Continuez et terminez. J'ai l'impression que M. Poudrier dirait « L'éducation, ça coûte trop cher. On n'a pas les moyens de se payer ça. On peut pas bâtir des écoles. » Monsieur le leader de l'opposition officielle. L'institution qui est l'Assemblée nationale. Une règle très claire, 32, qu'on appelle de base de décorum. Quand le ministre agit de la sorte, puis j'allais le qualifier, mais je ne le ferai pas, il vient attaquer la dignité de cette Assemblée. Monsieur le leader du gouvernement. Bon. 2 choses, Monsieur le Président. Séraphin n'est pas un propos non parlementaire prévu au recueil des décisions. Deuxièmement, s'il y a bien des individus qui respectent l'institution, c'est bien le gouvernement, Monsieur le Président. Durant des années, le Parti libéral a mis à mal l'institution, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau de la confiance des citoyens dans les institutions. Il n'y a pas de leçons à recevoir. Et, Monsieur le Président, je vous rappellerai, si on parle de décorum en cette Assemblée, le député de La Fontaine n'a pas de leçons à nous donner. Et dans la préparation des questions, qui s'assure que ces députés posent des questions qui sont respectueuses. On doit rester sérieux dans nos interventions. Je vous demande de revenir à la norme que vous connaissez. La notion de respect est connue de tous. Je fais remarquer que tout terme qui implique des propos indignes et non parlementaires porte seulement ce qui est au lexique à ce jour. Je vous redemande de continuer à le faire en collaboration dans le respect de tous. Question principale, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La CAQ a promis beaucoup dans le dossier des trop-perçus. On se souvient tous de la députée de Saint-Hyacinthe qui disait dans l'opposition, il faut que ça cesse, il faut que le gouvernement fasse un chèque et vous rembourse. Mais ce n'était que de la poudre aux yeux. La CAQ n'a aucunement l'intention de vous rembourser. C'est d'ailleurs la Fédération canadienne des contribuables qui disait mardi soir dernier, le raisonnement selon lequel le gel tarifaire proposé pour l'année 2020 signifierait une épargne d'1 milliard sur 5 ans repose sur des prémices boiteuses. Elle a préféré, et je cite, « mettre en garde la Commission quant à la véracité du chiffre avancé par le gouvernement. Le ministre doit faire preuve de transparence et déposer ici l'ensemble des analyses qui démontrent que ce projet de loi va rembourser l'argent aux Québécois plutôt que nous sortir des tableaux incompréhensibles pour essayer de nous expliquer un projet de loi bricolé sur un coin de table. » De l'énergie et des ressources naturelles. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, le PL 34, on est en pleine consultation particulière et honnêtement, c'est un super projet de loi. Puis, je le réitère, là, il est très, très simple. Il y a 3 éléments dans ce projet de loi-là. Uniquement 3 éléments qui sont importants. Un remboursement de 500 millions de dollars sur la première facturation de l'ensemble de la clientèle d'Hydro-Québec. 500 millions. Un gel tarifaire qui, selon l'inflation projetée, représente 200 millions d'économies
pour la clientèle d'Hydro-Québec. Et finalement, ce gel tarifaire, quand on le répercute sur les 4 années suivantes, qui seront à l'inflation, donne un total de 1 milliard. Donc 500 millions de remboursements, 1 milliard d'économies sur 5 ans, 1,5 milliard. Une fois qu'on a dit ça, quand mon collègue parle de complexité, pourtant c'est une courbe très simple, c'est une courbe à l'inflation avec, après 60 mois, une cause tarifaire plutôt qu'aux 12 mois. Et je dirais à mon collègue que j'ai vu certains articles de presse et d'utiliser des propos grossiers dans son argumentaire n'augmente pas la qualité de son argumentaire. Non, je vous demande, encore une fois, je vais toujours demander de retirer des propos grossiers. Je pense que non, ça se dit pas. Je m'excuse. C'est Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le ministre de l'Énergie a fait référence à un article de presse dans lequel il trouvait que les propos étaient grossiers. Il n'a pas nommé ces propos. Il a fait référence à dire qu'on devrait s'élever et ne pas utiliser ce genre de propos. Monsieur le leader de l'opposition officielle. 41. La décision du président ne peut être discutée, qu'il retire ses propos. Monsieur le leader du gouvernement. Je vous le dis, là, j'aime pas beaucoup le ton présentement qui a cours à l'Assemblée. Je comprends que le député de La Fontaine, c'est sa première semaine, mais si on veut que ça aille bien... S'il vous plaît. Non, je vous demande, et là, c'est la règle générale. Le respect, il est partout. Dans la façon de le dire, de choisir ses mots également. Alors, je vous envoie ce message à tous, tous membres confondus. Et je pense qu'il y a moyen de bien le comprendre et de le mettre en marche. Je vous rappellerai qu'on ne doit pas imputer de motifs indignes, que ce soit directement ou indirectement. Je demande la collaboration de tout le monde. Vous devez, de part et d'autre, vous respecter. Alors, je demande au ministre de retirer son propos. Donc, Monsieur le Président, je retire mon propos sur les propos grossiers. Monsieur le ministre, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le projet de loi déposé par le ministre ne permettra pas de rembourser les Québécois, mais en plus, il va retirer des pouvoirs à la Régie de l'énergie, qui est le chien de garde des consommateurs. Selon Sylvain Audette de la chaire de recherche en gestion du secteur de l'énergie, il est faux de prétendre qu'il n'y aura plus de trop-perçus. Ils seront simplement cachés ou invisibles pendant 5 ans dans le projet de loi 34. Le ministre va-t-il nous dire pourquoi il a déposé ce projet de loi qui a pour conséquence de dissimuler d'informations au public? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, là, c'est un principe d'écart de rendement. Alors, la notion de taux perçu n'existe pas, c'est des écarts de rendement. Ce qu'on veut venir faire ici, c'est corriger, en fin de compte, un mécanisme qui ne fonctionnait pas. Et le gel tarifaire de 2020 représente 200 millions de dollars. Au cours des 15 dernières années, quand il y a eu des écarts de rendement positifs, à la moyenne, c'est 94 millions. Donc, la correction qu'on vient faire ponctuellement et qui se répercute sur toutes les années suivantes est plus du double que les écarts de rendement moyens observés, et c'est comme ça qu'on corrige le mécanisme d'écart de rendement. Deuxième complémentaire, la parole n'appartient qu'au député de Laval-des-Rapides. Au printemps dernier, la Fédération canadienne des contribuables a déposé au bureau du premier ministre une pétition avec 75 000 signatures pour rappeler à la CAQ son engagement. Ce projet de loi doit être à l'avantage des consommateurs. Pourtant, le groupe Options consommateurs est venu témoigner hier en commission parlementaire et vous savez ce qu'ils ont dit? Je cite. Cette supposée simplification est-elle à l'avantage des consommateurs? Notre avis est que non. Comment le ministre peut-il défendre ce projet de loi qui va à l'encontre de l'intérêt des consommateurs? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je ne peux pas être d'accord avec les allégations de mon collègue. Dans les 15 dernières années, on a observé la courbe. Si on avait appliqué l'inflation, ce qu'on souhaite appliquer, plutôt que des hausses tarifaires basées sur des causes tarifaires faites par la Régie, l'économie pour l'ensemble de la clientèle d'Hydro-Québec aurait été de 2,4 milliards de dollars, selon les estimations des intervenants. Les accords de rendement étaient de 1,5 milliard de dollars. Donc, on pense qu'en appliquant dans les prochaines années un tarif à l'inflation, la clientèle est gagnante. Et de toute façon, après 60 mois, on sera en mesure d'avoir une cause tarifaire avec la Régie. Donc, la Régie ne perd pas de pouvoir. On augmente la périodicité des causes tarifaires.
tous les autres pouvoirs sont préservés. Question principale. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Il y a quelques minutes, avec certains de mes collègues du caucus solidaire, on est allé remettre en personne aux députés de la CAQ, à la sortie de leur caucus, une copie de l'entente que le premier ministre a signée en mai 2018 concernant la réforme du mode de scrutin. Il y en a qui étaient contents de recevoir une copie, d'autres étaient un peu gênés, puis on les comprend, parce que leur premier ministre, depuis les quelques derniers jours, nous parle beaucoup de respecter ses promesses. Or, dans le cas de la réforme du mode de scrutin, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, j'ai une question sur ce sujet, Monsieur le Président, et je le dis tout de suite, ma question n'est pas pour la ministre de la Justice, qui est responsable de ce dossier-là, puisque je sais qu'elle y croit à la réforme du mode de scrutin. Et je sais qu'elle veut la faire, cette réforme, non. Alors, ma question, elle est pour les autres députés de la Coalition Avenir Québec, plus particulièrement ses collègues ministres qui, si on en croit les journaux, font des pressions pour qu'ils ne respectent pas leurs promesses. Alors, ma question, je me tourne vers eux. J'aimerais qu'un ou une ministre, sauf la ministre de la Justice, se lève et réponde à une question simple. Pourquoi hésitent-ils à respecter leurs promesses? Madame la ministre de la Justice. Écoutez, Monsieur le Président, je vais quand même commencer en disant que c'est paradoxal. Quand c'est pas mes dossiers, on insiste pour que je me lève. Et quand c'est mes dossiers, on me bâillonne. Alors... S'il vous plaît. Alors, en espérant que le terme bâillon est parlementaire. Donc, je vais y répondre. Effectivement, j'y crois à cette réforme-là, Monsieur le Président. Nous sommes à l'écoute, on travaille fort, C'est une réforme qui est sérieuse. J'ai eu l'occasion d'en parler avec la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques à plusieurs reprises. On en a parlé avec les autres partis. On aurait aimé en parler avec le Parti libéral, mais on n'a pas réussi à s'asseoir ensemble, mais c'est correct. On va réussir à le faire pendant les consultations, j'en suis certaine. Mais c'est une réforme qui est importante pour les Québécois, qui est sérieuse et on la prend au sérieux. D'ailleurs, on s'apprête à respecter notre promesse, à déposer un projet de loi. Mais non seulement on va déposer un projet de loi, mais on va déposer un projet de loi qui est crédible, qui répond aux attentes, qui respecte les principes qui sont dans la lettre du poids des régions, de la stabilité gouvernementale, d'augmenter la proportionnalité, et le tout sera naturellement dévoilé en temps et lieu. Première complémentaire, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Qu'on me comprenne bien, Monsieur le Président, j'apprécie beaucoup la ministre de la Justice et je crois en sa volonté à elle de respecter l'entièreté de la promesse électorale qui était, oui, de déposer un projet de loi, mais également que la réforme soit effective en 2022. Je répète donc ma question pour ses collègues, les autres membres du gouvernement, ceux qui semblent commencer à hésiter à respecter un des aspects fondamentaux de cette promesse électorale. Je repose ma question. Pourquoi hésitent-ils à respecter cette promesse électorale? Madame la ministre de la Justice. Écoutez, Monsieur le Président, on est dans on suppute, on est dans les spéculations. Les entretiens que j'ai eus avec les membres de la société civile, les membres de mon caucus, ont été des entretiens constructifs. Comme je le disais, c'est une réforme qui est sérieuse, que tout le monde prend au sérieux. C'est normal qu'on ait des préoccupations. Mes collègues députés avaient des préoccupations pour le maintien du poids des régions. Alors, je les ai rassurés en leur présentant des modalités qui vont respecter le poids des régions. Mes collègues avaient des préoccupations par rapport à leur rôle de député. Je les ai rassurés en leur présentant des modalités qui leur expliquaient qui allaient respecter le rôle des députés. Alors, on verra, Monsieur le Président, si on tient notre promesse ou non quand je déposerai un projet de loi. Deuxième complémentaire, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le courage, quand on brise une promesse, c'est de le dire. Par exemple, quand le premier ministre a reconnu hier que ça faisait longtemps qu'il savait qu'une classe, ça vaut 800 000 $, c'était courageux. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'un ou une ministre de ce même gouvernement ait le même courage, qu'il ou elle se lève ici et qui nous dise pourquoi, pour quelles raisons est-ce qu'on envisage à la Coalition Avenir Québec de briser une promesse électorale. Madame la ministre de la Justice. J'aimerais avoir la boule de cristal de mon collègue, ça nous aiderait dans d'autres dossiers, mais pour le cas, Monsieur le Président, l'intention de la Coalition Avenir Québec, l'intention de mon gouvernement, notre intention de notre gouvernement est de respecter notre promesse. Et cette promesse sera respectée par le dépôt du projet de loi et vous aurez plus d'informations sous peu. Question principale, Madame la députée de Joliette. Dans le dossier des maternelles 4 ans, il n'y a toujours pas de plan, des coûts qui explosent par 10, des projets plus urgents sacrifiés et surtout un gouvernement qui est très, très mal pris. Hier, tout le monde est resté consterné de voir le premier ministre lui-même tentant de se sortir du pétrin, affirmer « Je peux vous dire une chose, en moyenne, une classe au Québec, ça fait longtemps que ça coûte 800 000 $. Alors,
ou bien sa déclaration était sciemment inexacte en campagne électorale en affirmant que le coût, c'était 122 000, ou bien elle était sciemment inexacte hier. Alors, c'est sérieux. Est-ce que le gouvernement, qui se prétend capable d'humilité, peut le prouver? C'est le temps de faire la seule chose responsable, mettre le dossier sur pause, le temps de refaire les devoirs, déposer un véritable plan pour la réussite de tous les enfants. On ne va pas vous le reprocher, on va vous féliciter. Est-ce que vous pouvez faire ce pas de côté enfin? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, heureusement, on écoute nos collègues, mais on ne fait pas ce qu'ils nous demandent. Il faudrait faire pause, il faudrait faire un pas de côté, un pas de recul, un moratoire. C'est pas comme ça qu'on avance, avec des pas de côté, des moratoires, puis des pauses. Il y a des dizaines de milliers d'enfants de 4 ans qui pourraient bénéficier du service de la maternelle 4 ans. Pourquoi n'y ont-ils pas accès en ce moment? Parce que les 2 derniers gouvernements du Parti québécois et du Parti libéral ont été très, très, très timides dans le déploiement de ce service. Ils disent qu'ils y croient, mais ils ne l'implantent pas. Maintenant qu'on l'implante, ils trouvent qu'on va trop vite, il faudrait qu'on fasse pause. On a voulu ouvrir 250 classes de plus cette année. Eh bien, il y avait de la demande pour encore bien plus que ça. Des commissions scolaires nous ont demandé « Hey, je pourrais nous ouvrir une classe de plus, je pourrais nous ouvrir une classe de plus. » Il y a des parents qui veulent s'inscrire. Il y a des parents qui veulent s'inscrire dans des milieux qui ne sont pas défavorisés parce qu'il y a des besoins particuliers. Il y en a dans tous les milieux. Et on va dire oui à ces parents-là, on va dire oui à ces enfants-là dans les prochaines années parce que non, on ne fera pas ni pause, ni un pas de côté, ni un pas de recul. On va avancer. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette, à vous la parole. Si les déclarations contradictoires du premier ministre ne convainquent pas le ministre de battre en retraite, je vais lui rappeler la sienne tout aussi problématique. Au sujet des projets de nouvelles écoles, il a dit mardi à TVA, « Cette année, on n'a refusé aucune demande de Gaspé à Gatineau. » Or, je peux vous dire que juste en m'arrêtant à 3 commissions scolaires, j'ai déjà 7 projets qui n'ont pas reçu de réponse positive. Si le ministre continue de refuser de faire le pas de côté, est-ce qu'il peut admettre qu'il a dit le contraire de la vérité? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, on a un budget cette année qui est sans précédent pour le plan québécois des infrastructures. On voit ici les 4 années libérales pour déployer des classes, ouvrir des classes, agrandir des classes. Si on avait l'année du Parti québécois, je pense qu'on serait encore en bas de ça. Ça ne serait pas rouge, ça serait bleu pâle, ça serait bleu, manque d'ambition. Alors, bien sûr qu'on va construire des classes, qu'on va agrandir des écoles. Et non, on n'a pas refusé aucun projet d'agrandissement d'écoles, de construction de classes, aucun projet qui était validé par une étude démographique sérieuse. Et on a accepté tous les projets. C'était la première fois que ça arrivait. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Il faudrait que le ministre arrête, là. J'ai Commission scolaire de Montréal, 3 écoles refusées, Sainte-Lucie, Saint-Justin, Ladauversière. Commission scolaire Marie-Victorin, École Saint-Laurent, École de Normandie. Commission scolaire des Samars, École Notre-Dame-de-Lourdes, École Saint-Comte dans mon comté, donc je connais ça un petit peu. Est-ce que le ministre va arrêter d'essayer d'induire les gens en erreur, finalement prendre ses responsabilités? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, ce n'est pas permis de faire cela. Et subsidiairement aussi, je ne crois pas que ce soit des tableaux. Alors, vous avez fait déjà un précédent rappel lors de la présente séance. J'aimerais que vous puissiez faire un autre rappel à ce niveau-là, s'il vous plaît. J'ajouterai un rappel à l'attention de tous sur, évidemment, l'utilisation des tableaux à être présentés, les formulations dans les propos également. On doit prendre la parole des députés aussi. Alors, prudence dans les propos, collaboration, attention. Et je vous rappelle également de vous adresser à la présidence. Poursuivez, Madame la députée. Est-ce que le ministre peut faire le pas de côté, travailler pour tous les enfants et arrêter d'entraîner tout le Québec dans cet entêtement irresponsable et idéologique? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je prête toute la bonne foi possible à ma collègue. Je la crois quand elle dit qu'elle a appelé des commissions scolaires et qu'ils disent « Ouais, ils nous ont refusé tel projet d'école. » Par contre, il faut comprendre comment ça marche. Plusieurs commissions scolaires demandent 2 agrandissements pour un même besoin. Ils vont dire, bien, soit on rajoute 3 classes à l'école A, soit on rajoute 3 classes à l'école B. Et ils font les 2 demandes concurremment. Évidemment, au ministère, on n'agrandit pas 2 fois des écoles pour des mêmes élèves, hein, soit ils sont à l'école A,
soit sont à l'école B. Des fois, ils font des demandes pour lesquelles on ne s'entend pas selon les prévisions démographiques. Toutes les demandes de besoins reconnus ont été acceptées. Et c'est la première fois qu'on investit autant pour construire et agrandir des écoles que cette Question année. principale, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, alors qu'ils étaient dans l'opposition, la question des frais de stationnement dans les hôpitaux était primordiale pour la Coalition Avenir Québec. Vous vous en souvenez, Monsieur le Président. Mais depuis, plus rien. C'est comme s'ils avaient oublié leur engagement. Heureusement, Monsieur le Président, il y a des gens qui n'ont pas oublié. Les gens du FM 93 à Québec ont lancé une pétition juste pour que la CAQ remplisse son engagement. Et malgré cela, la ministre de la Santé refuse de leur donner une seule entrevue. Alors, Sylvain Bouchard nous a fait parvenir une question pour la ministre. La voici. Monsieur le Président, pendant des années et durant la campagne électorale, la CAQ, avec beaucoup d'émotion, se sont indignés des frais de stationnement des hôpitaux. S'en est suivi une promesse formelle de la CAQ à ce sujet et depuis, rien n'a été fait. À l'équipe du FM 93, la ministre a mentionné n'avoir aucune ouverture pour même discuter du sujet. Maintenant au pouvoir, est-ce que l'argent passe avant les patients pour la CAQ? Est-ce que la ministre peut nous dire précisément quand ils vont remplir cette promesse? Ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, moi, je suis toujours étonnée d'entendre mon collègue député de Pontiac parce que qui a augmenté les tarifs de stationnement dans les dernières années? Le gouvernement libéral. Dans les 4 dernières années, pendant le dernier mandat, les tarifs de stationnement ont augmenté. Or, moi, cette année, oui, explosé. Moi, cette année, j'ai gelé les tarifs de stationnement. J'ai donné la directive à tous les établissements de les geler. Pas d'augmentation de tarifs de stationnement. Maintenant, cette promesse, cet engagement de notre gouvernement, c'est clair. Le premier ministre l'a dit aussi. Nous le ferons à l'intérieur de ce mandat. C'est clair, nous allons remplir cet engagement, le réaliser. On sait à quel point c'est important. Et je vais réitérer notre engagement gratuit de stationnement pour les 2 premières heures, puis un plafond de 7 à 10 $ par jour et des tarifs réduits pour les malades chroniques qui vont souvent à l'hôpital, les gens qui sont hémodialysés aussi. Alors, c'est un engagement très important parce que ça aussi, ça fait partie de l'accès aux services. Première complémentaire, Monsieur le député de Pontiac, s'il vous plaît. Monsieur le Président, on comprend que la ministre ne répond pas au FM 93. Elle ne répond pas aux signataires de la pétition. Elle ne dit pas quand elle va diminuer les frais de stationnement. Pourtant, de tous ces engagements en santé, c'est le plus simple à régler avec un impact immédiat pour les Québécois. Il n'y a pas d'enjeu de pénurie de main-d'œuvre, il n'y a pas d'enjeu de négo avec la fonction publique, il n'y a pas d'enjeu d'infrastructure, il y a juste un enjeu de volonté. Pourquoi elle ne veut pas réduire les frais de stationnement maintenant? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, il semble que j'ai répondu à la question clairement. J'ai bien dit que nous allons le faire à l'intérieur du mandat actuel. C'est clair. Et c'est ce qu'on a dit pendant la campagne électorale. On va vraiment réduire les frais de stationnement de façon majeure. Les stationnements gratuits pour les 2 premières heures, Monsieur le Président. Ça, c'est une grande majorité de personnes là, qui vont dans les centres hospitaliers. Un plafond de 7 à 10 $ par jour et des tarifs réduits pour les gens qui doivent aller fréquemment à l'hôpital. Alors, c'est sûr qu'on va devoir donner une compensation aussi aux établissements. On est en train de travailler là-dessus, mais notre engagement est ferme. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Oui, on commence à comprendre pourquoi la ministre refuse les demandes d'entrevue là-dessus. Monsieur le Président, le porte-parole de la CAQ avait déchiré sa chemise pendant des mois. Il avait déposé une pétition, il avait posé des questions à répétition, il avait lancé un site Web à ce sujet. Ils ont demandé aux Québécois de voter pour eux pour qu'ils diminuent les frais de stationnement. Et après 1 an, rien. Monsieur le Président, ils ont l'argent, ils ont pris l'engagement, tout le monde attend. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, bon. Bon, mais Monsieur le Président, moi, je suis toujours estomaquée. L'ancien gouvernement a haussé les tarifs de stationnement. Moi, je veux le rappeler à la population. Nous, là, on va vraiment réaliser notre engagement à l'intérieur du mandat. La population va voir un effet vraiment
important, c'est l'accès aux hôpitaux. On sait qu'il y a des gens qui doivent y aller aussi régulièrement. Alors, nous, contrairement au gouvernement libéral, on va réaliser notre engagement et baisser les frais de stationnement. Question principale, s'il vous plaît. Question principale, Madame la députée de Tachereau. Il paraît que plusieurs acheteurs sont intéressés à racheter les 6 journaux du groupe Capital Média. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va vendre ça à un autre magnat de la presse ou quelconque conglomérat dont le but numéro 1 va être encore, comme dans le vieux modèle qui ne marche plus, de faire du profit à des actionnaires puis de donner un gros salaire à un grand patron? Ou bedon, est-ce qu'on va enfin mettre la fiabilité de l'information et l'indépendance des journalistes au premier plan? Je ne sais pas si vous le savez, il faut savoir que tout ce qui bouge à peu près chez Groupe Capital Média, syndicats, cadres, non syndiqués, se sont tous rassemblés et ont dit on n'a pas besoin d'un big boss du privé, on va faire une coop de travailleurs, les profits vont être réinvestis direct dans la qualité de l'information. Tous ces gens-là sont en train de monter un projet extrêmement sérieux avec les meilleurs de l'économie sociale au Québec et ils veulent que ça marche. Je veux juste savoir, la ministre des Communications, est-ce qu'elle penche plus coop ou est-ce qu'elle penche plus vieux modèle qui ne marche plus? Madame la ministre, Monsieur le ministre des... Madame la ministre, écoutez. Monsieur le ministre des Finances. Merci. Bon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Alors, il y a un processus en cours et l'idée... Il y a plusieurs principes qui motivent l'intervention que nous envisageons. L'équité, la pérennité de la solution, l'urgence, la diversité de l'information, la qualité de l'information. Alors, ce que vous mentionnez, la diversité des sources d'information, c'est extrêmement important. Monsieur le Président, j'aurais dû m'adresser à vous. C'est extrêmement important, la qualité de l'information et le processus qui est en cours, qui, pour procéder, les acheteurs ont besoin de savoir quelle sera la nature de l'aide du gouvernement. Alors, il y a un ordre dans les choses. Nous allons communiquer la nature de notre aide prochainement et tous les acheteurs pourront évaluer leurs options en fonction de l'aide du gouvernement. Première complémentaire, Madame la députée de Tachereau. De la part du ministre des Finances, mais c'est pas lui que je voulais entendre. Je voulais entendre la ministre des Communications parce que c'est pas un enjeu juste de cash. C'est un enjeu démocratique super important et un enjeu culturel. Si on ne prend pas soin de notre conversation collective à nous, si on l'abandonne à la course au clic et au profit, le cynisme et la polarisation vont augmenter, les fausses nouvelles, les scandales montés en épingle vont empirer, l'intimidation de certains faiseurs d'opinion vont paralyser la liberté d'expression, même ici entre ces murs. C'est un enjeu culturel super important. Quel est l'avis de la ministre? Madame la ministre des Cultures et de la Culture et de la Communication. Merci, M. le Président. Bien, je suis tout à fait d'accord avec les propos de la députée de Tachereau. C'est extrêmement important parce qu'ici, de quoi il est question? On n'est pas question d'une entreprise mercantile, mais il est question de l'information, du droit à l'information dans chacune des régions à la grandeur du Québec. Et l'information, c'est un des piliers de notre démocratie. Alors, pour répondre précisément à la question de la collègue, est-ce que c'est une affaire de gros sous et d'un propriétaire? Bien au contraire, Madame, et je suis très positive et très confiante parce qu'à l'heure actuelle, les informations dont nous disposons nous permettent de dire qu'il y a au moins une vingtaine d'acheteurs potentiels intéressés. Ça devrait vous réconforter, Madame la députée, tous les gens qui nous écoutent actuellement. C'est pas l'histoire d'un magnat ou d'un propriétaire de presse, mais de l'information. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Tachereau. Donc, pour suivre la logique de Madame la ministre, je comprends, mais pour m'en assurer, je lui demande clairement, vous appuyez, vous donnez votre appui au projet de coop défendu par à peu près tous les travailleurs qui n'ont, en passant, si elle ne leur a pas parlé, moi je leur ai parlé, ne sont pas intéressés par un rachat par un grand groupe de presse. Donc, est-ce qu'elle appuie ce projet de coopérative? Je vous rappelle de vous adresser à la présidence pour tout le monde. Madame la ministre de la Culture et des Communications. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne suis pas ici pour donner l'appui à un groupe ou à un autre groupe. Je suis ici pour m'assurer que les meilleures personnes avec les meilleurs projets pourront reprendre, entre autres, les journaux du groupe Capital Média. Mais vous savez, la réalité est à l'effet que nous travaillons ensemble. Je sais, ça peut en surprendre plusieurs, là. Travaillons ensemble, finances, économie, culture, municipalité. On travaille en équipe. Vous n'êtes pas habitués de voir ça. On veut trouver des solutions qui sont équitables pour
tous les joueurs de l'industrie, Monsieur le Président, parce que la problématique, elle est beaucoup plus grande que ce qu'on voit. On parle ici de groupes de médias qui sont des groupes privés, des entreprises privées, mais il y a aussi nos entreprises communautaires qu'il faut protéger à la grandeur du Québec. Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, mardi, sur le 3e lien, j'ai demandé au ministre d'être transparent. Il n'a pas voulu. Et pire, en débat de fin de séance, il a dit que moi, parce que je réclamais cette transparence, je voulais faire dérailler le projet. Vous rendez-vous compte, Monsieur le Président? C'est rendu que la transparence, c'est quasiment une nuisance à l'exercice de la démocratie. On le comprend. Si la population avait une bonne information, on pourrait faire des choses très graves. Elle pourrait réfléchir, pourrait juger, pourrait critiquer. Elle pourrait même, mais pas nécessairement, faire dérailler le projet, mais elle pourrait aussi améliorer le projet, Monsieur le Président. Nous, de ce côté-ci de la Chambre, on est pour le projet. Mais c'est l'usage qu'à chaque étape d'un très grand projet comme celui-là, les informations soient rendues publiques. Ce n'est pas le cas. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le ministre des Transports peut nous dire pourquoi il a tellement peur de la réaction de la population? Ministre des Transports. Monsieur le Président, depuis le départ de Sébastien Proulx, qui était peut-être le dernier défenseur du 3e lien au Parti libéral du Québec, on voit un parti politique aujourd'hui qui vient majoritairement de Montréal et qui est contre le projet de 3e lien, Monsieur le Président, qui veut, oui, faire dérailler le projet, tout comme les partis d'opposition. L'ensemble des oppositions aujourd'hui sont contre le tunnel Québec-Lévis. Je l'ai dit dès le début. J'allais être transparent. Je l'ai été pour le pont de l'île d'Orléans. Parce que, soit dit en passant, la personne, le député qui était sénateur de vous, n'a pas dit la vérité avant l'élection sur le pont de l'île et les retards sur ce pont. Non. On l'a dit il y a peu de temps. Prudence au propos. Est-ce qu'il est dit pas permis de dire « Vous le savez tous ». Vous le savez tous. Alors, on n'utilise pas ces propos-là, Monsieur le ministre. Il semble que c'est bien clair également. On a été assez transparent face à la population. On a dit la vérité aux gens de l'île d'Orléans que malheureusement, il allait y avoir un retard dû au Parti libéral du Québec. J'ai mis en place le bureau de projet. On travaille ensemble. On a défini un protocole. J'ai dit à la dernière session que ça allait être un tunnel. La prochaine étape, ce sera l'évaluation des coûts et on sera transparent pour la suite des choses. Première complémentaire, s'il vous plaît. Pas de commentaire en réaction. Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, ça fait 1 an qu'il travaille là-dessus. Des millions de dollars investis, engloutis dans un silencieux bureau de projet. La seule chose qui a été rendue publique à date, c'est ça. Un croquis, c'est-tu assez brouillon? Une grosse flèche tracée au Crayola bleu CAQ. C'est tout ce qu'on a eu, Monsieur le Président, depuis le début. Est-ce que c'est juste ça, à ça que la population a droit à un croquis à 10 milliards de dollars? Monsieur le ministre des Transports. Je vais vous dire une chose, Monsieur le député. Il y a eu 4 ministres des Transports dans votre gouvernement. Il n'y en a jamais un qui a avancé aussi vite que nous l'avons fait à l'intérieur des 11 derniers mois. 11 derniers mois. On a fait à quoi la population s'attend. On a été transparent sur le tunnel Québec-Lévis. On le sera encore pour le futur. On va donner tous les chiffres en temps et lieu quand tout ça aura été passé au Conseil des ministres. La même règle pour tous. On s'adresse à la présidence. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, répondant pas, le ministre oblige tout le monde à spéculer. Un tunnel, c'est une ligne droite entre 2 points, pas ici. Le tunnel va faire un détour par l'île d'Orléans. Mais le ministre a dit que le tunnel ne desservirait pas l'île d'Orléans. Il doit bien y avoir une raison. Alors, le ministre peut-il nous dire, sur l'île, combien de personnes vont être expropriées, où et sur quelle surface, qu'est-ce qui va y être installé et à quel point l'île va être défigurée? Monsieur le ministre des Transports, vous vous adressez à la présidence, s'il vous plaît. Monsieur le Président, j'ai dit dès le début que nous n'allions pas bulldozer l'île d'Orléans. Je pense qu'on a tenu parole. Et je le répète, en temps et lieu, nous informerons les gens de l'île sur la suite des choses. Tous les Québécois qui sont d'accord, les gens de Lévis, les gens de l'Est du Québec, c'est un projet économique important pour l'ensemble des Québécois. Et dans les circonstances, on va faire les choses de bonne manière, on sera transparent et on donnera toutes les informations en temps et lieu, la prochaine étape en 2020. Question principale.
Monsieur le député de Lapinière. Le temps et le lieu, ça va être le plus tard possible, évidemment, Monsieur le Président. Et cet été, il y a eu un temps et un lieu, puis tout ce qu'il y a eu, c'est un beau gros croquis qui est un brouillon. Et aujourd'hui, le ministre, il a l'information. Et la réalité, Monsieur le Président, elle est très simple. Elle est simple. Il y a une courbe dans son tunnel parce qu'il doit installer des infrastructures sur l'île d'Orléans. Et aujourd'hui, il le sait. Monsieur le Président, tout ce qu'on demande, c'est de la transparence. Et les infrastructures qu'il doit mettre sur l'île d'Orléans vont avoir un impact sur l'île d'Orléans et sur les gens qui y vivent. Aujourd'hui, le ministre peut très bien, s'il a la volonté de le faire, informer la population. Il ne le fait pas. C'est quand même extraordinaire, Monsieur le Président, que de tous les endroits au Québec où l'information est la moins accessible, ce soit ici, dans la supposée maison du peuple. Est-ce que le ministre va corriger son attitude? Monsieur le ministre des Transports. Je pense question d'attitude, Monsieur le Président. Le député n'est pas trop bien placé pour parler. Maintenant, on va respecter le protocole, comme je l'ai mentionné dès le début. On sera transparent jusqu'à la fin. On va informer tous les Québécois. On va informer les gens de l'île d'Orléans. C'est un projet extrêmement important qui est appuyé par l'ensemble des gens de Québec, des gens de Lévis, de l'Est du Québec. Maintenant, il y a une chose qui est certaine. Vous souhaitez faire dérailler le projet de tunnel Québec-Lévis. Les oppositions le souhaitent aussi. Tout le monde comprend ça aujourd'hui. Maintenant, nous, on va aller de l'avant parce que c'est un engagement du premier ministre, c'est un engagement de notre formation politique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la période de questions n'est pas terminée. Pas de commentaires et de réactions. Je n'ai pas mis fin à la période de questions. S'il vous plaît, c'est très clair. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.